Les baladeurs, une série audio, les Others. Des balades, des aventures, des mésaventures en pleine nature. Prêt pour le départ? Prêt? C'est parti. Percer les profondeurs de la terre, échapper à la lumière, sentir les ruissellements de l'eau là où elle peut encore accéder. Explorer un monde obscur, minéral, où seules quelques vies primitives peuvent se développer. Des mousses, des bactéries, rien de plus. Faire le pari de rester dans ce monde clos, noir, tenter une expérience limite, celle de survivre 2 mois entre 4 murs de roche, volontaire enterré vivant. C'est l'histoire folle du spéléologue Michel Siffre. L'été 1962, il quitte le monde des hommes pour celui des strates profondes de la Terre, s'approchant peu à peu d'une pulsation tectonique. Quel est le projet du scientifique explorateur? Quelles sont les raisons qui le poussent à la séquestration volontaire? Là, j'avais 13 ans. La découverte pendant les vacances d'un trou avec... c'était pas une bougie, on avait déjà des petites lampes électriques. Et c'était un émerveillement. D'abord, pénétrer dans l'inconnu. Ça a été toujours quelque chose qui m'a le plus frappé. Ensuite, voir des concrétions, voir des stalactites, des stalagmites, des planches stalagmitiques. C'était une révélation. Et alors, c'était une révélation d'autant plus importante que je revoyais ce que j'avais lu dans les livres de Norbert Casteret, qui est le pape de la spéléologie française de cette époque. Je connaissais les livres de Casteret, mais jamais je n'avais vu de grotte réelle. Et là, pour la première fois, j'étais extasié, naturellement. Alors, j'y suis retourné plusieurs fois, et de plus en plus. Et c'est sûr que en 4e, mes profs de sciences nat, ils en savaient 10 fois moins que moi sur les grottes. C'était surtout du sport, à 99%. Et puis, au milieu de ces spéléologues sportifs, qui ont essaimé à partir de la fin de la guerre, eh bien, il y a eu quelques scientifiques. Mais il n'y a jamais eu un grand savant. Il y en a eu un, il y a eu Félix Trombe, l'homme qui a créé les fours solaires, qui était un vrai scientifique et spéléologue, et bon spéléologue. Il y a eu aussi Max Cousins, qui était le mathématicien qui a calculé le bathyscaphe d'Auguste Piccard. Bon, mais à part eux, tirer, aller dans les eaux, nager dans l'eau glaciale, etc. On dirait pas, mais ça attire les hommes. Donc moi, toute mon adolescence a été guidée par la spéléologie, qui est devenue scientifique. Pour moi, c'était l'exploration, la découverte pure et dure, et la découverte scientifique. Comment se forme telle ou telle concrétion, comment se font certains écoulements souterrains. Voilà, ça, c'était ma spécialité. Bon, j'étais destiné à être un géologue. Et donc, j'étais très motivé. À 16 ans, j'avais publié déjà plusieurs notes scientifiques. Et à 20 ans, j'avais publié plusieurs notes à l'Académie des sciences. Je faisais la géologie de la ville de Nice, des environs. Et j'ai fait plein de découvertes que j'ai publiées. Donc, j'étais vraiment un passionné pur et dur. Rien ne passait avant. Rien. J'étais dans un club de spéléologie à Nice, qui s'appelait le Club Martel. J'étais un des jeunes, j'étais pas un des cadors, j'étais pas un des as, mais j'étais un spéléologue moyen, pas plus. Physiquement, il y avait des gars qui étaient meilleurs que moi, quoi. Bon, pour monter aux échelles. Et alors, en 1960, ma mère me téléphone, me montre un petit article dans le journal, la création d'une bourse qui s'appelait Bourse de la Fondation de la Vocation, qui allouait 1 million d'anciens francs à ceux qui pouvaient prouver qu'ils avaient une véritable vocation.
J'ai fait un dossier d'une 20aine de pages. J'ai joint des notes scientifiques que j'avais faites et je suis passé immédiatement. Alors, à ce moment-là, j'étais donc géologue déjà de formation et j'ai cherché où je pouvais faire de la spéléologie planétaire. Mais 1 million de francs, ça suffisait pas. On pouvait pas acheter une voiture ni rien. Alors j'ai choisi un petit pays. J'ai choisi Ceylan. Maintenant c'est Sri Lanka aujourd'hui. Et là, je suis allé pendant 2 mois dans la jungle de Ceylan. J'ai trouvé des guides là-bas sur place. Et je suis rentré et j'étais auréolé de la gloire pour mes amis du Club Martel, du club alpin français, d'être allé tout seul dans la forêt tropicale et explorer des cavernes. Et à ce moment-là, ils m'ont confié la direction pour 1961 d'une expédition dans un massif calcaire qui s'appelle le Marguarais, qui est pas loin de Nice, à 70 km de Nice, à la frontière franco-italienne. Et le dernier jour, on a découvert un gouffre qui soufflait de l'air froid, mais pas plus. On est descendu à 20 mètres, 25 mètres de profondeur. Ça continuait. Et à ce moment-là, le club a décidé que je serais le chef d'expédition pour l'année suivante. Et il s'est trouvé qu'au bout de cette grotte, à 100 mètres de profondeur, il y avait une masse glaciaire qui était un véritable glacier souterrain. J'avais fait de la glaciologie aussi. J'ai compris que cette alternance de couches foncées et claires de glace, c'est un glacier d'abord. J'ai vu qu'il bougeait parce qu'il y avait une faille à l'intérieur. Et je me suis dit, c'est peut-être un reste de la dernière glaciation terrestre. Je suis allé aux expéditions polaires françaises, un peu en dehors de Paris, et j'ai travaillé à la bibliothèque. Finalement, je découvre une petite note, l'action du climat polaire sur l'homme. Pour moi, ça fait clic. Je me suis dit, il faut faire la même chose. Tu vas faire un bilan biologique avant, tu vas descendre et tu referas la même chose au retour. Et j'ai décidé de rester arbitrairement, de rester 2 mois sous terre. J'étais à l'Institut universitaire à Paris. J'avais une chambre, là, j'étais avec un coturne. Alors on parlait évidemment jusqu'à 2h, 3h du matin. Et un jour, au milieu de la nuit, j'ai dit, mais Michel, ce qu'il faut faire, il faut pas porter de montre. Je pensais, tu vas vivre comme un animal. J'ai inventé un protocole très simple. C'était appeler quand tu te réveilles. Ton équipe en surface notera l'heure du réveil. Quand tu mangeras, tu les appelleras. Ils noteront l'heure de tes repas. Et quand tu te coucheras, tu les appelleras couchés et ils noteront l'heure vraie. Comme matériel scientifique, on n'avait rien. On avait 2 téléphones. Un vieux téléphone de campagne de la guerre de 14 de l'armée canadienne, et un téléphone qu'on m'avait prêté, puis en surface, ils avaient une montre et un chronomètre. J'ai mis beaucoup de temps pour convaincre mes amis qu'ils viennent faire les nuits de veille. Il fallait une équipe qui reste nuit et jour à l'entrée du gouffre pour noter tous mes appels. Donc il fallait faire des rotations et diversifier, jamais les mêmes, de manière à ce que je n'anticipe pas, que mon cerveau n'anticipe pas au fond. Alors le club m'a soutenu. Là, j'avoue que j'ai été soutenu par la secrétaire générale du club qui a dit on soutient CIFRE, il fallait avoir les échelles métalliques, il fallait les cordes, il fallait le matériel. On était en Italie. En fait, on n'avait pas dit. J'ai menti sans mentir. J'ai dit que je faisais l'expérience à la frontière franco-italienne. Mais j'ai pas dit que j'étais du côté italien de la frontière. Sinon, on n'aurait pas pu avoir l'aide des CRS pour monter le matériel. Voilà comment ça s'est fait. Le gouffre est à 2200 mètres d'altitude, à 130 mètres de profondeur. Il faut une véritable expédition. Les gars ont commencé à descendre tout le matériel, la nourriture, tout ça. On descendait la nourriture dans des petits sacs plastiques. 30 cm de haut, 15 cm de diamètre. Des sacs de plage. Alors, il en fallait beaucoup. Et finalement, tout a été prêt pour le jour où je suis descendu.
Inter-actualité. 18 juillet 1962. Un spéléologue de 24 ans, Michel Siffre, est descendu lundi après-midi dans le gouffre de Scarasson, dans le massif du Marguereis, situé à 10 km à l'est du col de Tende, à 2100 mètres d'altitude. Il a atteint une grotte glaciaire à 130 mètres de profondeur, où il compte vivre seul pendant 2 mois sans revenir à la surface. À l'issue de cette expérience, le Centre d'études et de recherche de médecine aéronautique étudiera les conséquences sur l'organisme humain de ce séjour prolongé sous terre dans un milieu très humide où la température ne dépasse pas 4 degrés. Un groupe de CRS restera pendant 2 mois à l'entrée du gouffre, relié par téléphone avec le jeune spéléologue. Quand je descends, à l'époque, on descendait dans les gouffres, non pas sur des cordes, mais avec des échelles en câble d'acier avec des barreaux d'aluminium. Je descends. Dans les jours précédant ma descente, une des cordes qui pendait dans le puits de 40 mètres tout près du glacier avait été sectionnée par un éboulement. On savait, quand je suis descendu, qu'il y avait des éboulements. Là, j'ai failli reculer quand même. J'ai failli me dire, bon, je descends pas, Michel, tu es fou. Faut pas descendre, tu vas y rester. Mais bon, on les a minimisés. J'étais pris dans le système. La fierté, le fait de s'être engagé, a fait que je suis descendu. Il n'était pas question de refuser. C'est marche ou crève. Hein. Enfin, du moins, c'était le concept que j'avais de la vie. Ça marche, ça marche. Tu n'as pas de peau, tu meurs. Point. Je suis descendu. Des copains m'ont amené le dernier matériel qui restait. Ils l'ont amené sous terre, puis sont remontés. Là, vous vous retrouvez... Je suis assis sur un bloc de la moraine au bas du puits, de 40 mètres. J'entends le dernier gars spéléo qui monte. J'entends le cliquetis des échelles. Puis, ils arrivent au sommet du puits. Il me dit au revoir. Et puis là, je commence à entendre des sons qui s'affaiblissent, qui s'affaiblissent. Puis je me retrouve seul dans le silence absolu. Alors là, ça m'a foutu un coup quand même, hein. Ça m'a foutu un coup au moral. Je me suis dit, tu tiendras pas. Et puis, bon, la volonté, bon, je suis quand même un homme de volonté. Tu peux pas échouer, tu es descendu. Tu peux pas ne pas le faire et tu peux pas ne pas réussir. C'est pas simple quand même de rester des mois sous terre, hors du temps, sans très peu de conversation. Vous êtes face à la solitude absolue. « 22 juillet, jour 5. Urine 9h, 14h, 17h, 20h et 23h. Fesses 10h. Lever 8h, coucher 22h. Repas 8h, 12h, 18h30. 5 jours déjà que je suis dans la grotte. Je m'habitue. Le noir ne m'angoisse presque plus. Il fait plus humide que je ne le pensais, autour de 98% d'hygrométrie, quand même. Ah, si seulement je n'avais pas pris ces foutues chaussures en mousse. J'ai peur de me refroidir. Sinon, l'expérience se déroule comme prévu. Je suis content. J'avais un espace plus petit que ça. Disons 4 mètres sur 4. Bon, j'étais confiné parce que en face, j'avais un mur de roche. Du côté gauche de ma tente, j'avais un mur de glace. Le troisième point, c'était un puits de 15 mètres sur la glace. Le glacier descendait 15 mètres de profondeur. Et donc, il n'y avait que l'endroit par lequel j'étais rentré, qui était dans l'obscurité. C'était des blocs plus ou moins en équilibre. Donc, j'étais confiné, vraiment. J'ai très peu marché. Je me calfeutrais un peu dans la tente. Parce que tout le reste, c'était de la roche noire, pure et dure. Sauf la paroi de glace, qui était un peu plus claire. Mais le reste était noir. Et le noir, c'est pas bon, quoi. Sur le plan psychologique, ça vous fout un peu le tournis, hein. Mais j'ai jamais été cloîtré, quand même. Je me suis jamais senti vraiment cloîtré complètement. « 26 juillet, jour 9. J'ai fait le tour de la grotte et voici mes premières observations sur la morphologie du glacier. J'observe un enfouissement généralisé des eaux, qui est un phénomène fondamental du modèle karstique dans ces zones élevées.
On ne peut citer comme écoulements superficiels estivaux que celui du plan Ambroise et celui du Piaggia Bella, très court, et s'achevant dans les Pôts Nord. De très nombreux gouffres se rencontrent à tous les niveaux, isolés ou groupés en alignement ou en essaim. Certains sont des puits verticaux, mais la plupart sont obstrués par des blocs et des pierrailles provenant des lapiès voisins. Les effets du gel et les glissements provoquent cette obstrusion, qui n'empêche pas la percolation des eaux pluviales et la fonte des neiges. J'avais une petite lampe de 4,5 V qui me donnait presque pas de lumière, moins qu'une lampe à main. Elle était trop faible. Mais l'acuité, vision change. Même si elle était petite, mon espace était de quelques mètres carrés, donc je voyais suffisamment. Même pour aller à la base du puits de 40 mètres, là où il y avait des éboulements, mais c'est là où j'allais faire mes besoins, j'avais besoin d'une petite lampe, mais qui ne me lâche pas, quoi, surtout. Ça, c'était fondamental. J'ai acheté de la nourriture pour en avoir pour 2 mois, en essayant de prendre les choses qui se pourrissaient de moins. Beaucoup de boîtes de conserve, naturellement. J'avais un gros jambon cru. Le pain, c'était horrible, des biscuits militaires très durs, dégueulasses. J'ai eu des œufs jusqu'au bout. Bon, ils se sont conservés probablement parce que j'étais sur un glacier. La température était en dessous de 0 degré, moins 0,5 degrés centigrades. Mon eau, j'avais des boîtes d'eau d'Évian à l'époque. Les bouteilles en plastique n'existaient pas à ce moment-là. C'était des boîtes en aluminium. J'avais une tente qui était bien, mais à la construction, il y a eu une erreur. Ceux qui m'ont fait la tente ont fait un tapis de sol parfait, mais au milieu, ils n'avaient pas une toile suffisante. Donc, ils ont rattaché 2 morceaux de tissu. Seulement, il y avait une couture centrale. Et dans ma tente, il s'est produit un phénomène de condensation. C'est-à-dire que quand vous avez une paroi froide à l'extérieur et chaude à l'intérieur, ça coule. L'eau s'est mise entre mes 2 tapis de sol. Comme il y avait une couture centrale, l'eau rentrait dans la tente. Et en fait, si j'avais pris simplement une paire de chaussures de montagne, j'aurais pas souffert comme j'ai souffert. Mais pour être à l'aise, j'avais pris des bottillons en mousse. Et cette mousse absorbait toute l'eau. Si bien que pendant 2 mois, j'ai eu les pieds glacés. Et ça a été un des problèmes qui a fait tomber ma température à 34 degrés. C'est probablement ça qui m'a sauvé en fin de compte. 1er août, je ne m'ennuie pas. Je suis même plutôt heureux de faire cette expérience hors du temps extérieur. Sans lumière naturelle, sans l'alternance rassurante des jours et des nuits, sans bruit, dans un silence entrecoupé d'éboulements, de glace et de roches. Je pense maintenant aux hommes de Cousteau, ces plongeurs qui ont expérimenté la vie dans les habitats sous-marins. J'ai lu ça dans le journal il y a quelques mois. Ça doit y ressembler un peu. Je me basais uniquement sur mes sensations physiologiques. Je mangeais uniquement quand j'avais faim, je buvais quand j'avais soif, je faisais pipi, caca uniquement quand j'en avais besoin. Et j'appelais à ce moment-là pour qu'ils notent l'heure. C'était tout. Allô, Michel, je déjeune maintenant, ok, salut. Puis quelques heures plus tard, allô, Michel, pipi 200 cm3, etc. C'était égrené comme ça. Parce que c'était uniquement ma sensation de faim et ma sensation de soif qui faisait que je me mettais à table. Enfin, une table de camping très fruste, un petit fauteuil en toile de plage, hein. C'était tout comme matériel. Et un duvet qui était sur un lit de camp qui malheureusement m'a posé plein de problèmes. J'ai mis le feu à un moment. Ça s'est déchiré. Avec des ficelles, j'ai bricolé de manière... Je pouvais quand même dormir. J'avais pas froid au corps et à la poitrine. J'avais froid essentiellement aux pieds. Mais vous savez, c'est la circulation sanguine. Elle part du haut, du cœur, elle va au bas, elle se refroidit au niveau des pieds et elle remonte. Et je pense que mon métabolisme a dû se ralentir. C'est ralenti nécessairement, puisque je faisais jusqu'à 34 degrés. Au bout de quelques jours, au bout d'une semaine ou 2, je me suis dit que les thermomètres ne marchaient pas. J'avais un thermomètre simple, de famille. Je me suis dit, ça marche pas, 34 degrés, je peux pas avoir 34 degrés. Je n'ai jamais imaginé que ma température avait baissé. Et le seul moment où je trouvais me réchauffer, c'était dans le duvet. Je m'endormais avec les pieds gelés.
et je me réveillais avec les pieds chauds. Si j'étais resté un mois de plus, je pense que je serais mort. Comment je m'occupais? Je lisais beaucoup de livres de géologie. J'ai lu les 2 tomes des mémoires du général de Gaulle de la guerre et 2-3 autres livres, mais donc pas énormément. J'écoutais de la musique sur un pick-up. Il n'y avait pas 33 tours, j'avais que quelques 45 tours. Des disques de Mariano que j'écoutais en permanence. J'avais que 3 ou 4 disques, pas plus, de 45 tours, donc ça faisait 5-6 disques, pas plus. Et ça m'a aidé, hein, ça m'a beaucoup aidé. Et alors, j'avais au fond un micro d'ambiance, et eux, ils avaient des écouteurs, ils pouvaient m'écouter 24 heures sur 24. Ce dont mes camarades s'étaient rendus compte, c'est que parfois, il m'est arrivé de mettre 10 fois la même face du disque, parce que je ne me rappelais pas que je venais de mettre le disque. Donc je mettais mon disque, j'ai écouté, puis à la fin, pour choisir, je ne me souvenais pas que je cherchais, et je remettais en fait le même disque. 2 août, jour 16. Urine 8h, 13h, 17h, 20h et 22h. Fesses 15h. Non, 14h, mince. Je ne sais plus. Disons 15h. Lever 7h, coucher 21h. 21h. Repas 8h, 12h, 19h. Je pourrais lire ce traité sur la morphologie des massifs karstiques, mais ça ne me dit rien. J'ai l'impression de l'avoir déjà lu. Les traités scientifiques se ressemblent tous. De la musique ? La belle de Cadix a les yeux de velours. La belle de Cadix est à l'amour. Non plus. Ah là là, ces pieds. Qu'on passerait du bon temps s'il ne faisait pas si humide. J'ai froid. Je sens que je fatigue. Ah tiens, c'est quoi ce livre? Un traité de géologie? Allez. Ça me fera passer une heure. Peut-être 2. J'ai revu un peu toute ma vie. Bon, mais c'était une vie jeune quand même, donc je pensais énormément à mon expédition solitaire à Ceylan, dans la jungle. J'y pensais beaucoup. Je ne vais pas dire tous les jours, mais d'abord, on n'employait pas le terme jour, on employait le terme cycle. L'intervalle entre 2 réveils ou entre 2 couchers. Je pensais beaucoup à ce que je pourrais faire par la suite. Je pensais plus à une expédition spéléologique, géologique. Les grottes en soi, simplement les grottes qu'on faisait dans la région de Nice, les sables souterrains, les galets souterrains, je pensais qu'à ça. J'étais un être qui aurait dû devenir un géologue. Le seul truc qui m'intéressait, c'était la glace. C'était vraiment les couches de glace, la faille dans la glace, les mouvements possibles de la glace qui poussaient des cailloux, qui poussaient des blocs. J'avais une échelle qui descendait au bas du glacier avec une corde. Je suis descendu sur cette échelle pour voir le dessous du glacier, parce que j'avais le temps pour l'étudier. Bon, j'aurais pas dû, parce que j'ai eu de la difficulté pour remonter, et que s'il m'était arrivé un accident, c'eût été extrêmement grave, évidemment. Ça aurait interrompu toute expérience, naturellement. 6 août, jour 21. Urine 9h, 11h, 14h, 17h, 22h. Fesses 11h. Lever 8h. Coucher 20h. Repas 8h, 12h, 18h. J'ai étudié la grotte un peu plus en profondeur. Il fallait le faire tout de même, mais je n'avais encore pas pris le temps pour l'observation. Voilà ce que j'ai remarqué. On peut citer comme écoulement superficiel estivaux celui du plan Ambroise et celui du Piaggia Bella. Ils sont courts, ils s'achèvent dans des pôles nord. Les gouffres sont nombreux, ils se rencontrent à tous les niveaux, isolés ou groupés, en alignement et en essaim. Il y a des puits verticaux, mais beaucoup sont obstrués par des blocs et des pierrailles provenant des lapiès. Les effets du gel et les glissements provoquent cette obstrusion qui n'empêche pas la percolation des eaux pluviales et la fonte des neiges. Dès le début de l'expérience, j'ai été terrifié par les chutes de blocs dans le puits de 40 mètres. Les blocs tombaient, il y avait à la fois des blocs de rochers et des blocs de glace. Quand je suis descendu,
Les parois du puits étaient recouvertes de plusieurs centimètres de glace. Et avec l'été qui arrivait, ça fondait. Et donc les blocs s'effondraient, les sons se réverbéraient sur les parois du gouffre. Une fois, j'ai vécu un éboulement qui pour moi a duré 10 secondes, ce qui est énorme. Ça, j'ai été terrifié, que ça m'a duré une bonne quinzaine de jours. Il y avait eu d'autres éboulements de glace qui m'avaient fait peur sans me terrifier, mais qui m'avaient fait peur. Tandis que là, ça m'avait vraiment terrifié. Chaque fois que pour aller faire mes besoins, par exemple sur la glace, j'étais en dessous des chutes de glace et de roches. Et là, j'avais peur chaque fois. Je pense que cet éboulement a dû faire remonter ma température centrale. La peur m'a donné un choc donné un choc salvateur. C'est uniquement une estimation de ma part, purement psychologique, qui fait que je pense que ça a eu un rôle réel, vraiment réel. Maintenant, pour le prouver, difficile. 17 août, jour 32. Il y a eu un gros éboulement hier. J'avais la tête entre les mains, les jambes en tailleur au milieu de mon sarcophage de pierre. Ça résonnait dans ma tête. J'ai cru que ça ne finirait pas. Mon heure peut-être était arrivée, mais non. J'ai du mal depuis à me calmer. Je suis terrifiée, nerveux. J'ai des tremblements et du mal à me déplacer. Je me sens déboussolée. Il faut que je reprenne des forces pour tenir encore 50 jours. Il faut que l'expérience réussisse à tout prix, même si j'en deviens fou. Un matin, je prends le téléphone, je les appelle, je leur dis, bon, voilà, il est telle heure. Et puis finalement, mon interlocuteur me dit, Michel, en fait, c'est fini. Alors, évidemment, surprise. J'ai dit, c'est pas possible, c'est pas fini. Il me reste un mois à tirer encore dans l'espion. Il me dit, non, on vient te chercher dans quelques heures. Et l'équipe est descendue quelques heures plus tard. Mais j'y ai pas cru au départ. J'ai cru qu'il me faisait une blague, quoi. J'ai vraiment pas cru. Vous vous rendez compte, 1 mois sur 2 de différence, c'est énorme. Je suis descendu le 15 juillet 62, je suis sorti le 17 septembre. Je me croyais le 20 août. C'est-à-dire que j'avais perdu 1 mois sur 2. J'ai cru vivre 1 mois, alors que 2 s'étaient en réalité écoulés. En fait, le cerveau, quand il n'a pas l'image temporelle, il abrège le temps. Le temps passe très vite, il passe à la fois vite et lentement. Il est passé très vite puisque je me croyais 1 mois avant. Mais en même temps, j'avais des journées qui me paraissaient longues parfois. Elles étaient objectivement longues, mais en fait, je les percevais très courtes. 22 août. On m'a appelé ce matin. On me dit que l'expérience est finie. Est-ce une blague de mes camarades pour me surprendre ? Est-il vraiment possible que nous soyons le 14 septembre ? Vais-je retrouver la Surface, la lumière. Je ne suis pas sûre d'être prêt. J'attends qu'on me rappelle. J'ai peur. Ils sont descendus, ils sont arrivés, ils m'ont montré l'heure. Ils m'ont dit, non, Michel, il est à l'heure. Il y a l'hélicoptère qui attend. On t'attend à l'aéroport, on t'attend à Paris, à l'armée de l'air. Tout est monté et c'est fini, c'est vraiment fini. Ce que tu crois, c'est faux. Ton 20 août, c'est pas le 20 août, on est le 14 septembre. Et ça, évidemment, ça a été quand même un choc. Hein. Un choc émotionnel, je sais pas si on peut employer le terme, mais ça a été un choc fondamental quand même. Parce que j'y croyais pas quand même, qu'il y a ce décalage si important.
Dès le départ, je m'étais dit qu'il y aurait un décalage, peut-être une semaine, que je me tromperais en plus ou en moins. Je ne savais pas si ce serait en plus ou en moins. Mais un mois en moins, là, ça a été quand même un choc qui a été violent. Quand ils m'ont extrait de la chatière, déjà, j'étais KO. J'avais perdu connaissance 2 fois. Ils m'ont tiré. C'est très creux dans le dernier puits qui fait 20 mètres, le puits d'entrée, qui est au jour, donc qui n'est pas dans l'obscurité. Là, j'ai tremblé de peur que la corde casse. Il n'y avait aucune raison que la corde casse. Ça m'a marqué. C'est un truc qui m'a marqué. On m'a extrait du gouffre, c'est pas moi. J'ai été aidé pour remonter. La première chose que l'équipe a fait, c'est m'enlever mes chaussures, me mettre des chaussettes de montagne pour avoir plus chaud et de m'entourer les pieds pour que j'ai chaud aux pieds. Et ça a marché, évidemment. Puisque de là, quand je suis sorti, on m'a amené sur une perche Barneau à Dodome. Il fallait monter jusqu'à 2003, redescendre à 2100. Là, un hélicoptère m'attendait. On m'a amené à l'aéroport de Nice. Et de là, j'ai pris un avion qui était juste à l'heure. Et on m'a amené à Paris, avec des yeux bandés, donc toujours, bien emmitouflé. Et on m'a amené à l'armée de l'air, où on m'a fait toutes les analyses comme on m'avait fait avant. C'est-à-dire qu'on a pu voir à la fois l'action du climat, mais surtout, ça a été dépassé complètement. L'action du climat, on s'en est foutu royalement. Ce qui comptait, c'était la chronobiologie, c'était les rythmes biologiques. En fait, c'était la chronobiologie naissante. La chronobiologie humaine, naissante. Quand je suis sorti, on m'avait claquemuré les yeux. On m'avait mis des lunettes noires et plus d'autres choses. Je voyais, j'étais aveugle. On m'a mené à l'armée de l'air aveugle. Pas aveugle, mais sans rien voir. Et c'est à ce moment-là, on m'a mis dans un appareil où on a réadapté ma vue. Et j'ai pu sortir sans lunettes. D'ailleurs, ça a changé, ma vision a changé complètement, ma vision des couleurs, ma vision du relief, dont on avait fait les mesures avant et qu'on a fait ensuite à l'armée de l'air, a montré des variations dans la vision extrêmement importantes. Le vert, je voyais bleu. J'avais 2 encriers. Il y en avait un, il y avait de l'encre verte, l'autre de l'encre bleue. Et je confondais. Ensuite, la vision du relief, je ne m'en suis pas rendu compte à l'époque, au moment même. Mais une fois sorti de l'expérience, après 15 jours d'hôpital, mon frère habitait à ce moment-là aux Andelys, pas loin de Paris, et il m'amenait plusieurs fois par semaine. J'avais l'impression que la voiture s'écrasait dans la voiture qui était devant tout le temps. Et donc, on s'est rendu compte à la fin de l'expérience, mes amis s'en étaient rendus compte au milieu de l'expérience, au bout de 15 jours, 3 semaines, ils savaient, mais moi je ne savais rien. Eh bien, mon rythme n'a pas été de 24 heures, mais a été de 24 heures 30 minutes. Ce qui signifiait en réalité qu'il y avait une dérive du temps. Je me dérivais d'environ demi-heure, 1 heure par jour. Si bien qu'au bout de 3 semaines, je me réveillais à 18 heures et je me couchais à 6 heures du matin. J'étais exactement inversé, mon rythme biologique veille-sommeil était inversé. En fait, j'ai été le premier homme, sans le savoir, qui a montré que l'homme avait une horloge biologique qui n'était pas de 24 heures comme tout le monde le croyait à l'époque. Ça s'appelait le cycle nictéméral, comme le nictémère terrestre, alternance du jour et de la nuit en 24 heures. Mais non, qu'il y avait un rythme différent chez l'homme, inné. Je faisais un test de comptage, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 120 secondes, 2 minutes. On me donnait un top aléatoire. Eux, ils notaient l'heure exacte. Et quand je comptais de 1 à 120, 2 minutes, j'estimais, moi, il se passait 5 minutes. C'est-à-dire que quand mon cerveau pensait 1 minute, il s'en écoulait 2. Quand je pensais 1 seconde, il s'en écoulait 2. Septembre 1962. Après une nuit de 1500 heures,
Michel Siffre à sa sortie du gouffre de Scarasson. C'est quand même bon de sentir le ciel. Quand Michel Siffre a revu le jour, il s'est évanoui. Il était 11 heures hier matin, et depuis 1500 heures, le séquestré volontaire du gouffre de Scarasson attendait ce moment-là. Michel Siffre était entré dans l'obscurité et l'atmosphère glaciale du gouffre le 16 juillet dernier. Lorsqu'il apparut, hier, sur le dos d'un de ses camarades du club Martel de Nice, sa tête était recouverte d'une couverture. On craignait pour ses yeux, habitués depuis 63 jours à la nuit presque totale. 19 septembre 1962. L'expérience de Michel Siffre prouve que le cosmonaute survivra à l'avenir sur une planète lointaine. En effet, Michel Siffre s'est placé, au cours de son expérience, dans des conditions de vie se rapprochant de celles que devront supporter les cosmonautes qui partiront dans un proche avenir vers des planètes lointaines. Il était donc intéressant de savoir si, au terme d'un voyage sans aucun contact humain, l'individu est à même de se ressaisir assez rapidement, de récupérer de façon telle à pouvoir, le cas échéant, effectuer une mission de reconnaissance et assurer son retour vers la Terre. Il semble que le jeune spéléologue vienne d'en fournir la preuve. Actualité. Mais à l'époque, c'était primitif. Il faut comprendre que c'est une époque où il n'y avait rien qui avait jamais été fait là-dessus. Qu'est-ce que c'est que ce mec, que ce spéléologue qui se met sous terre? D'abord, ça va servir à rien. J'ai entendu pendant les 2-3 années qui ont suivi, ça sert à rien, ces expériences. Mais c'est tombé au moment où la France lançait ses programmes de sous-marins nucléaires. On n'avait aucune expérience sur les rythmes qu'il fallait faire. Donc Gagarine était parti en 61. Au début de la compétition russo-américaine de la conquête de l'espace, c'est tombé un moment où il y avait la guerre froide, où la France s'est lancée dans un programme d'abri souterrain, de sites de lancement de fusées. Sans que je le sache, il y avait des gens, des militaires, qui soutenaient mes projets. J'ai eu des contrats d'État importants, mais c'est venu après. Les 3 premières expériences, la mienne, puis les 2 suivantes, ont été faites avec des moyens dérisoires. Dérisoires, téléphone et montre. C'est tout. Depuis 30 ans, je ne porte plus de montre. J'ai toujours mon téléphone, je peux voir l'heure. Je veux dire, je m'en fous. Je me fiche complètement du temps. Je vis presque comme un animal, c'est très curieux. Ça relativise la vie. Voilà. Je pense que j'ai une vision de la vie très relative. Ça marche, ça marche pas. Bon, il faut essayer que ça marche le mieux possible, naturellement. Il y a eu deux choses qui ont été la base de la passion. Aller vers l'inconnu et découvrir des choses nouvelles. Et ça m'a guidé toute la vie, à la fois par la suite pour mes expériences hors du temps, mais ça m'a amené à 20 ans dans les jungles de Ceylan, du Sri Lanka. Ça m'a amené à 40 ans dans les jungles d'Amérique centrale, du Guatemala, de Belize, du Mexique. Et ça a été une formation qui m'est restée toute la vie. Michel Siffre retournera 2 fois pour ces expériences qu'on appelle désormais hors du temps. En 1972, engagé par la NASA pour 250 jours dans la Midnight Cave au Texas, puis en 1999 pour 64 jours dans l'Hérault. Entre-temps, il supervisera les expériences d'autres, comme celle de Véronique Le Guen, restée 111 jours sous terre pour l'étude des cycles circadiens. Les Baladeurs, une série Léo Others signée Camille Juzo, avec la musique claustrophobique de Alison Brassac et le dark mix de Laurie Galligani. Nous terminons cette 2e saison de balade du pôle Nord au Salto Ángel, du désert de Mauritanie aux profondeurs sous-marines en apnée, avec toujours le même plaisir de vous conter ces histoires. Si vous avez vous aussi pris du plaisir à nous écouter, dites-le nous sur vos applications, avec vos plus beaux mots ou en nous décrochant des étoiles. Et pour prolonger l'aventure et vous faire encore un peu frissonner, nous vous retrouvons bientôt avec un épisode bonus et des inédits de la saison. À bientôt.